temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement. Bienvenue dans Temps d'avance pour ce deuxième épisode de la série dédiée à l'innovation et à la tech. On retrouve aujourd'hui Olivier Coste. J'aimerais mettre en avant pour ce deuxième épisode un livre que vous avez écrit, L'Europe, la tech et la guerre, qui pose un diagnostic, je vais dire, sévère. Dans ce livre, vous écrivez un retard structurel de l'Europe dans la tech. Quel est selon vous le facteur principal de cet échec? Avant de vous laisser répondre, je veux juste rappeler un chiffre important. En 2023, les investissements européens en recherche et développement dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication représentaient 8% des dépenses privées, contre 30% aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci de faire référence à mon bouquin. Je me suis plongé dans le sujet des retards de l'Europe en tech il y a deux ans et demi. Mais c'est quand même profondément choquant de voir à quel point l'Europe aujourd'hui est sortie de la révolution industrielle qui est en cours, qui est celle de la tech, du semi-conducteur, du software, de l'IA, du cloud. Comme la Chine était sortie ou n'était jamais rentrée dans la première révolution industrielle, celle de la machine à vapeur, ou comme l'Espagne n'a pas rentré dans la révolution industrielle des années 1900. Nous sommes en train de sortir de la révolution industrielle du moment, du 21e siècle, et c'est gravissime. Comment ça s'explique? C'est une gigantesque question sur laquelle j'ai passé des mois et des mois et des mois de recherche pour essayer de comprendre. Et c'est vachement compliqué. J'ai lu tous les rapports que je pouvais trouver de Draghi, de l'État, tous les rapports français, les rapports européens, etc. Et il y a toujours 5 ou 6 raisons qui sont avancées pour expliquer les retards de l'Europe en tech. Et c'est à peu près toujours les mêmes raisons. Et c'est les mêmes raisons que je lisais déjà il y a 30 ans, quand j'essayais de traiter la question à Bruxelles, à la Commission européenne, ou chez Jospin, au cabinet de Matignon. C'est la fragmentation du marché européen. C'est la culture de la prise de risque. C'est le financement de l'innovation. C'est les soutiens publics. Le financement militaire ou civil de la R&D. C'est la surréglementation ou c'est la politique de concurrence. On tombe toujours à peu près sur ces 6 idées-là comme cause de nos retards en tech. Et je suis arrivé j'ai analysé toutes ces causes, je les ai chiffrées, je les ai disséquées, je les ai regardées dans tous les sens. Est-ce que c'est ça, basé sur mon expérience, sur les chiffres que je trouvais? Ben, pas vraiment, quoi. C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment mon expérience dans la tech et c'est pas vraiment ce que les chiffres disent. Alors, je peux rentrer dans le détail sur chacune de ces causes, mais ce que je voudrais dire, c'est que ce qui m'a toujours fasciné quand j'étais dans des boîtes de tech en Europe, c'était le coût de l'échec. Quand on montait des projets et qu'on se plantait, ben, ça coûtait hyper cher de devoir arrêter une activité parce qu'il faut licencier des gens. C'est des procédures qui sont très longues en Allemagne, qui sont longues en Italie, en Espagne, qui sont longues en France, qui sont longues en Belgique, aux Pays-Bas, etc. Donc ça coûte extrêmement cher d'arrêter un projet qui s'est planté ou d'arrêter un business qui s'est planté. Ça coûte rien en Chine, ça coûte rien en Inde, ça coûte rien aux États-Unis. Donc il y a vraiment une spécificité purement européenne de faire payer extrêmement cher aux entreprises un échec. Et quand on regarde en détail les raisons pour lesquelles il y a peu d'investissements en Europe en tech, on se rend compte que l'une des causes qui est les plus évidentes une fois qu'on a les chiffres en main, eh ben, c'est la perte de profitabilité que génèrent ces coûts en cas d'échec. Et du coup, il n'y a plus de profitabilité. S'il n'y a plus de profitabilité, il n'y a plus d'investissement. Et ça explique extrêmement bien, ce n'est pas la seule raison, mais c'est une raison essentielle des retards de l'Europe en tech depuis une cinquantaine d'années. Ça veut dire, si je comprends bien, qu'à technologie égale, un investisseur va aller plutôt regarder, aller acheter une start-up américaine qu'une start-up européenne, précisément parce que ce coût de l'échec est intégré dans l'achat de la start-up. Et j'allais dire aussi, parce que c'est important de le dire, le coût de la restructuration. Vous êtes une grosse boîte, vous cherchez à racheter une start-up qui a une technologie géniale. Vous avez le choix entre une start-up allemande et une start-up française. Les deux ont la même techno, les deux sont super prometteuses, les deux ont le même marché. Elles sont toutes les deux présentes sur le marché indien, chinois, américain, mondial, etc. La seule différence, c'est que les équipes de la start-up allemande, c'est en Allemagne, et les équipes de la start-up américaine, elles sont aux États-Unis. En gros, vous considérez que 80% de leurs équipes sont des ingénieurs qui sont locaux. Et bien, ça fait une énorme différence en cas d'échec. Vous rachetez la start-up aux États-Unis. 3 ans plus tard, ça merde. Vous devez virer les 600 personnes que vous avez récupérées au moment de l'acquisition.
Ça prend 2 mois, c'est rapide. Ce qui est à peu près ce qui arrive à la plupart des startups, il faut le dire. Parce qu'on voit On- beaucoup, non, mais on voit les licornes, on voit les success stories. Mais la réalité, c'est que l'innovation est un processus qui a de grandes chances de se planter. Sur 2 qui réussissent, on a 8 qui n'ont pas réussi. Il faut le savoir et c'est très important. Et c'est totalement spécifique à la tech. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est totalement vrai ce que vous dites. Il y a un taux d'échec qui est considérable. Et c'est vrai en tech, c'est pas vrai dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans la chimie, dans l'énergie, dans ces industries matures qui ont été super bouillonnantes et innovantes en 1900, 1880, etc., au moment de la révolution industrielle, mais qui sont devenues matures. Du coup, maintenant, la bagnole d'aujourd'hui, c'est une grosse amélioration de la bagnole d'il y a 20 ans, qui est elle-même une grosse amélioration de la bagnole d'il y a 40 ans. Mais je veux dire, on a innové de manière incrémentale. De toute manière, quand on inventait l'ABS, l'air conditionné, le confort amélioré, etc., c'était des améliorations dont on était sûr qu'elles avaient trouvé un marché. Quand vous inventez un nouveau chipset, comme Nvidia récemment, ou quand vous inventez de l'IA, un modèle d'IA, vous savez absolument pas s'il y a un marché. Quand OpenAI a lancé son ChatGPT en novembre 2022, ça a été une surprise, mais pour tout le monde, dans le monde entier, dans la tech, chez Google, chez Amazon, tout le monde était totalement pris par surprise, et même chez ChatGPT, par le succès du truc. C'était totalement nouveau, personne n'avait jamais touché à une fonction d'intelligence artificielle chez soi sur son PC ou sur son téléphone portable. Donc tout le monde a trouvé ça génial. Il y a eu tout d'un coup 100 millions d'utilisateurs en un mois. Personne ne s'y attendait. C'est une énorme surprise. Bon, il n'y a pas de surprise comme ça dans les industries autres, mais en tech, des surprises positives ou des surprises négatives, il y en a tout le temps. Donc il y a des taux d'échec considérables. Donc quand vous rachetez une start-up, moi je considérais que on avait au moins une chance sur 2 de se planter. Et que donc, 3 ans plus tard, on aurait 600 personnes rachetées dans la start-up qu'il faudrait licencier. Bon, aux États-Unis, c'est facile. Aux États-Unis, en Allemagne ou en France, c'est super cher. Donc, vous réduisez le prix d'acquisition de la start-up quand vous l'achetez en France ou en Allemagne d'une partie du risque d'échec et du coût de restructuration correspondant, ce qui réduit le prix d'acquisition, ce qui réduit la profitabilité du fonds de capital risque qui a investi dans la start-up, ce qui a réduit l'appétit des grands financeurs de fonds de capital risque à mettre de l'argent en Europe. Ils vont plutôt le mettre en Chine ou aux États-Unis. Tout ça est logique. Comme le risque est constant et que le coût de l'échec est fréquent et le coût de l'échec est important, eh ben, la profitabilité n'est pas là. Elle n'est pas là pour les grands groupes, elle n'est pas là pour les fonds de capital risque, elle n'est pas là pour les LP, elle n'est pas là pour les startups. Et tout ça s'enchaîne dans un cercle vicieux en Europe et vertueux en Chine ou aux États-Unis. Donc on va aller chercher en Europe plutôt des entreprises qui sont des entreprises symboles de la seconde révolution industrielle, dans la chimie, dans l'automobile, qui sont, à mon avis, enfin, de ce que je vois, je me rappelle d'un tableau que vous avez mis en avant dans votre livre, où on se rend compte qu'au niveau européen, ce qu'on voit, et les grandes entreprises aujourd'hui sont des entreprises de l'automobile, de la chimie, qui sont les fleurons de la seconde révolution industrielle, mais très peu de choses en réalité dans la troisième révolution industrielle, où là le risque est constant, comme vous l'avez dit, et on est plus à même de l'accepter, de le gérer aux États-Unis. Et c'est fascinant de voir la spécialisation des continents. Vous avez un continent américain qui est de plus en plus spécialisé sur la tech. La R&D en tech représente 60% de la totalité de la R&D américaine. Donc c'est un continent qui se spécialise complètement sur la tech. L'Europe est complètement spécialisée sur les industries de 1900. Et la Chine est en train de se spécialiser sur la tech. De plus en plus, son investissement est focalisé sur la tech, sur l'IA, sur les semi-conducteurs, sur la télécom, sur des trucs que j'appelle la tech. Oui, puis Et donc, dans de nombreuses régions du monde, hein. Je le vois aussi dans les pays du Golfe. On a beaucoup parlé des Émirats arabes unis notamment, sur l'IA, même sur l'informatique quantique, on commence à y venir. J'insiste juste peut-être sur un point, parce que vous en avez parlé sur le rapport Draghi tout à l'heure. Le rapport Draghi suggère d'inciter sur un besoin massif d'investissement en technologie stratégique, et il estime qu'il faudrait, le chiffre est incroyable, c'est 800 milliards d'euros par an pour rester compétitif. Est-ce que l'Europe, selon vous, est capable d'un tel effort, ou ce chiffre est-il hors de portée? la question est excellente. Et la réponse est oui, c'est parfaitement à notre portée. Mais ce n'est pas de l'argent public. Ce n'est pas par de l'argent public qu'on y arrivera. D'abord parce que ça ne sert à rien, l'argent public n'ira pas aux bons endroits, pour des raisons sur lesquelles on peut revenir, mais surtout parce que les États sont hors d'État, il n'y a pas de jeu de mots derrière, ils n'ont pas les moyens de financer des sommes aussi importantes. 800 milliards par an, c'est hors de portée des États européens, même de l'Allemagne. En revanche,
L'argent privé est là. Il y a des milliards de milliards d'épargne disponibles et qui investiraient en Europe si c'était profitable. Et l'un des trucs qui m'a surpris en faisant ces analyses, c'est de découvrir que la profitabilité des investissements en tech en Europe est très mauvaise. Donc ça explique pourquoi il n'y a pas d'argent. C'est que juste, c'est pas profitable. Mais si vous restaurez la profitabilité au même niveau qu'aux États-Unis, tout d'un coup, il y a des milliers de milliards disponibles et atteindre 800 milliards d'investissements en Europe, dont l'essentiel serait privé, est parfaitement accessible. Pour ça, il n'y a pas besoin de mettre plus d'argent public. Il y a besoin de restaurer la profitabilité de l'argent privé. Alors justement, comment on fait pour restaurer cette profitabilité de l'argent privé, la profitabilité de la tech en Europe? Alors là, on touche à un tabou absolu politique dans tous les pays européens. Ce n'est pas spécifique à la France, hein, ce que je vous raconte, c'est vrai dans tous les pays européens. La raison pour laquelle on perd de l'argent plus qu'aux États-Unis quand on fait des investissements à risque, c'est ce que j'appelle le coût de l'échec, c'est-à-dire les coûts de restructuration. Vous avez embauché 5000 ingénieurs sur un projet passionnant et qui plante. Vous devez en virer 3000. Ça va vous coûter 600 millions en Europe. Ça va vous coûter moins de 100 millions aux États-Unis, 50 millions en gros. Donc c'est beaucoup plus cher en Europe. Pourquoi ça coûte cher? Parce qu'il y a des lois sur la protection de l'emploi, sur la protection du CDI en France, sur la protection des emplois en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, qui font que vous devez suivre une procédure, ça va prendre 1 an, parfois 1 an et demi en Allemagne, et pendant cette année-là, vous faites des pertes. Ça coûte très cher de faire des pertes pendant 1 an. Vous avez des équipes que vous ne pouvez pas réduire. Vous avez des bureaux, vous avez des labs, vous avez plein de choses que vous devez garder. Ça coûte très cher. Et puis ensuite, au bout de cette année ou année et demie de négociation, vous commencez à licencier. Mais là, il faut donner des grosses indemnités. C'est la loi, c'est la jurisprudence dans tous les pays, en Italie, en Allemagne, en France. Tout ça coûte extrêmement cher. En gros, on compte 2 ans de salaire au total quand on décide le licenciement de 3000 ingénieurs dans un pays européen. On va provisionner 2 ans de salaire pour compter un an de négociation et 1 an d'indemnité. C'est énormément d'argent qui vient réduire la profitabilité des projets qui, eux, sont devenus rentables. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter ces lois, il faut changer ces lois. Panique absolue chez les politiques, chez les économistes, chez tout le monde, chez les entreprises. On ne touche pas à ces lois, c'est pas possible. Il y a un consensus absolu en France, en Allemagne, en Italie sur la protection de l'emploi. On ne peut pas y toucher. Il faut toucher à un tabou. Je ne souhaite pas apporter en Europe un système américain. C'est une horreur. Je connais le système américain depuis plus de 10 ans maintenant. C'est pas drôle du tout. Mais par contre, il y a des systèmes parfaitement européens qui marchent très bien pour l'innovation. Le système suisse, le système danois sont des systèmes où les entreprises sont libres de licencier, mais les employés qui sont licenciés sont immédiatement pris en charge par l'État pour leur donner des indemnités, pour les former, pour leur proposer des jobs. Et c'est ce qu'on appelle un système de flex-sécurité qui est absolument pas inégalitaire, qui ne conduit absolument pas à un appauvrissement. Au contraire, ça conduit à une augmentation de l'égalité. Vous regardez les impacts, les indices Gini de ces pays, ils sont meilleurs que ceux de la France ou de l'Allemagne, et ils ont un PIB par tête, un niveau de vie supérieur à celui de la France et de l'Allemagne. Donc c'est ce système égalitaire et efficace pour la tech. Et en plus, on n'a pas besoin de réformer le droit du travail pour tout le monde. Les gens qui travaillent dans la tech, c'est des ingénieurs, des vendeurs, des marketeurs, des développeurs, des gens qui gagnent tous plus de 50 000 euros par an, en gros. Les bons ingénieurs de R&D dans une grande boîte, ils coûtent 100 000, 150 000 par an. Vous décidez de toucher uniquement ceux qui gagnent plus de 50 000 euros par an. Vous touchez moins de 10% de la population et vous touchez absolument pas aux 90% qui sont en dessous de 50 000 euros par an. Vous faites juste une réforme du droit du licenciement pour les gens qui gagnent le mieux leur vie, qui ont une bonne qualification, qui vont retrouver du boulot facilement, qui n'ont pas besoin de ces protections ultra protectrices dans tous les pays européens. Et là, tout d'un coup, vous restaurez la profitabilité de l'investissement. Et je vous promets, vous attirez des centaines de milliards d'investissements
tous les ans en Europe. Donc Il y a pas de réforme du droit du travail pour certains secteurs et certains individus qui gagnent une certaine somme. Voilà, on parlait des start-upers et des différentes professions là-dedans. S'inspirer aussi des bonnes pratiques en Europe chez certains de nos voisins et donc lever ce tabou des lois du travail qui empêche cette profitabilité de la technologie. C'est ce que je retiens et ce que je synthétise dans vos propos, c'est ça? Bravo, merci beaucoup.